Voici le pont Maputo-Katambe, le plus long pont suspendu d'Afrique, construit par une entreprise chinoise avec la majeure partie du financement provenant de la banque Exim de Chine, une banque d'État. Et voici le terminal Mombasa, partie intégrante du système ferroviaire Mombasa-Nairobi, construit par la Chine, ce qui a ouvert la voie à la renaissance économique du Kenya. Ces projets ne représentent qu'une petite partie des investissements chinois en Afrique au cours de ces 2 dernières décennies. Cela a commencé en 2001 et en 2014, la Chine avait déjà accordé plus de 86 milliards de dollars de prêts commerciaux aux gouvernements africains, finançant plus de 3000 projets d'infrastructures critiques. En 2017, plus de 10 000 entreprises chinoises étaient en activité en Afrique. En 2018, la Chine était le plus grand créancier de l'Afrique, représentant 14% de la dette totale du continent. À l'heure actuelle, la Chine est le principal partenaire commercial de l'Afrique. Et si vous regardez ce graphique, vous verrez que leur relation commerciale n'a cessé de croître. Mais pourquoi la Chine investit-elle autant d'argent en Afrique ? La réponse courte est l'influence. L'influence en Afrique, qui est le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles et minérales, est considérable. Tout cela fait partie de l'initiative de ce que l'on nomme désormais la nouvelle route de la soie. L'objectif principal est de créer de nouvelles routes commerciales reliant la Chine au reste du monde, établissant ainsi un vaste marché interdépendant pour la Chine. Essentiellement la version moderne des routes de la soie du XXIe siècle. Et l'Europe ne peut plus se permettre de l'ignorer. Ainsi, en février 2022, lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine, l'UE a décidé de rivaliser avec l'influence de la Chine en Afrique en annonçant un plan de financement de 171 milliards de dollars pour des projets et le développement du continent. Le financement, réparti sur 7 ans, représente la moitié du budget du total du bloc pour les initiatives visant à offrir une alternative à la nouvelle route de la soie. Ce montant sera investi dans divers secteurs tels que les énergies vertes, la santé, l'éducation, les infrastructures numériques et les transports. L'Afrique, étant le voisin le plus proche de l'Europe, entretient des liens profonds avec l'Union européenne en raison de l'histoire et de la proximité géographique. Et ce n'est clairement pas un avantage pour les anciennes puissances coloniales. Cependant, cette relation est également marquée par un passé complexe de colonialisme, ce qui continue d'affecter leurs interactions aujourd'hui. Et c'est peu de le dire. Le fait est que les Africains font davantage confiance à la Chine qu'à l'Europe, comme le montre bien ce graphique, la Chine est en tête, tandis que cette ancienne puissance coloniale est la plus détestée, et aussi la moins appréciée après la Russie. La Chine est consciente de cela. Le président chinois, Xi Jinping, a constamment évoqué les similitudes entre la Chine et l'Afrique face aux anciennes ambitions coloniales de l'Europe, ainsi que leur fraternité indéfectible forgée par la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme au cours des 65 dernières années. L'Afrique n'a tout simplement aucune raison de se méfier de la Chine comme elle le fait de l'Europe, n'ayant pas d'histoire coloniale ou impérialiste en Afrique. Lorsque l'on ajoute à cela que l'Afrique voit également la Chine comme un pays du tiers-monde qui est devenu puissant et influent et qui souhaite reproduire son succès, il est clair que l'Europe est en train de mener une guerre d'influence quasiment perdue d'avance. Ensuite, il y a la question des prêts eux-mêmes. Bien que l'UE soit très généreuse avec les prêts et les subventions qu'elle accorde à l'Afrique, ces derniers sont souvent complexes et chargés de conditions. Pour de nombreux pays africains, l'argent est accompagné de paperasse et de leçons sur les droits de l'homme. Ce que l'UE considère comme une bonne gouvernance, les nations africaines peuvent le voir comme de la bureaucratie. En comparaison, la Chine, avec sa politique de prêts et de subventions sans conditions, offre un accès plus facile aux régimes africains qui sont rejetés par l'Occident en raison des violations des droits de l'homme. Les dirigeants, dont certains sont des dictateurs, peuvent accepter ces prêts sans avoir à rendre de compte en retour. Ils le font, puis établissent des relations commerciales plus étroites. C'est ainsi que se produit une prise de contrôle commerciale de l'Afrique par la Chine. Alors, que peut faire l'Union européenne ? Eh bien, lors de ce même sommet de l'Union européenne-Union africaine, dont nous avons parlé, les dirigeants africains ont demandé un changement de mentalité dans leurs relations. L'Afrique ne veut plus être considérée comme un continent donateur, récipiendaire, mais plutôt comme un partenaire égal. En conséquence, l'UE a déployé des efforts considérables pour illustrer le partenariat égalitaire entre l'Afrique et l'Europe à travers diverses campagnes de relations publiques visant à capturer les cœurs et les esprits des Africains. Un autre phénomène en cours est la remise en question des prêts chinois à l'Afrique. Si vous regardez cette carte, tous ces points rouges représentent les projets financiers importants ou des dons politiques que la Chine a contribué à financer en Afrique, entièrement financés par la Chine elle-même, à travers des prêts et des subventions. Il y a beaucoup de projets partout, et ce n'est pas une mauvaise chose, la Chine a probablement aidé l'Afrique plus que l'Occident au XXIe siècle, mais c'est une question de vulnérabilité. Depuis 2010, un tiers du réseau électrique et des infrastructures de l'Afrique a été financé et construit par des entreprises chinoises. Il y a aussi de la vulnérabilité numérique. La multinationale Huawei
Géant des télécommunications, qui a été interdit ou blacklisté dans de nombreux pays occidentaux en raison d'allégations de failles de sécurité permettant la surveillance et l'espionnage, est en pleine expansion en Afrique. Elle représente actuellement 70% des réseaux 4G à travers le continent. Regardez bien ce graphique ici. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de marques rouges, il y a un potentiel important pour que cela change. Cachés des utilisateurs se trouvent des dispositifs appelés middle box. Ces stations de distribution transmettent l'information et ont la capacité de filtrer et de manipuler des données. Par exemple, au Burundi, le gouvernement bloque les médias qui ont critiqué le président. Ainsi, pour tous les pays actuellement en rouge, la censure est en cours. Cela donne beaucoup plus de pouvoir à la Chine, un pouvoir que l'Europe tente actuellement de contrer. En ce qui concerne le secteur de l'énergie verte est une priorité pour l'Afrique, et l'UE a une meilleure maîtrise de cette technologie que la Chine. Le financement Global Gateway de l'UE permettra d'augmenter la capacité des énergies renouvelables d'au moins 300 gigawatts d'ici 2030, ainsi que le développement massif de la production d'hydrogène. Pour mettre cela en perspective, 1 gigawatt suffit à alimenter 750 000 foyers. Donc 300 gigawatts équivalent à 225 millions de foyers alimentés par des énergies renouvelables. Et avec le continent africain représentant 30% des ressources éoliennes mondiales et ses réserves théoriques d'énergie solaire comptant pour presque 40% du total mondial, son potentiel en énergie verte est tout simplement incroyable. D'après les plans de l'UE pour contrer le réseau Huawei, Bruxelles envisage un câble sous-marin international sécurisé reliant l'UE à l'Afrique le long de la côte atlantique, garantissant les plus hauts standards d'infrastructure et de cybersécurité. C'est une réponse stratégique, mais les lignes commencent à se brouiller quand on réalise que l'opérateur télécom majeur de France, Orange, est celui qui commence à déployer le matériel 5G de Huawei en Afrique. Mais ça, c'est pour une autre fois. Donc la Chine a construit tout cela en Afrique, et tout ce travail coûte beaucoup d'argent, que la Chine a bien évidemment avancé. Mais la façon dont elle l'a fait a suscité des suspicions. Entre 2001 et 2018, la Chine a investi 41 milliards en investissements directs étrangers, IDE, en Afrique. Mais en termes de prêts, pendant la même période, elle a prêté 126 milliards de dollars à plusieurs pays africains, ce qui est évidemment beaucoup plus. Certains voient cela comme un piège à dette, c'est-à-dire lorsqu'un pays développé accorde de nombreux prêts à des pays sous-développés, souvent ces pays ne pourront pas rembourser, et si le défaut de paiement est acté, le pays prêteur se rembourse en prenant le contrôle de routes commerciales ou d'autres éléments et infrastructures importantes. Je ne dirais pas que la Chine piège l'Afrique avec ses dettes, car il y a des contre-arguments solides à cette idée. En somme, des pratiques similaires à celles du FMI appliquées sur la Chine dans les années 60 et 70. Cela n'empêche pas certains de rester méfiants envers la Chine. Certains pays africains reconsidèrent leurs relations avec la Chine et certains suspendent ou abandonnent les contrats avec les entreprises chinoises. Pas surprenant non plus que la plupart des projets annulés fassent partie de l'ambitieuse nouvelle route de la soie. Tout a commencé en avril 2020 lorsque le président tanzanien John Magufuli aurait menacé d'annuler un projet de 10 milliards de dollars lancé par son prédécesseur, car le financement chinois était assorti de conditions que seul un ivrogne accepterait selon lui. Ensuite, le Ghana a annulé un contrat de 236 millions de dollars avec la société chinoise Everyway Traffic and Light Tech pour développer un système de gestion de trafic intelligent. Cela a conduit le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à appeler à un examen des contrats miniers signés précédemment avec la Chine en 2008, déclarant qu'il souhaite obtenir un accord plus équitable puisque la Chine ne cesse de s'enrichir tandis que la RDC reste pauvre et que la Chine détruit l'environnement. Ce genre de situation commence à rendre l'Afrique moins confiante envers la Chine, ouvrant ainsi une nouvelle opportunité pour l'Union européenne de reprendre le dessus dans cette lutte. Ce sera une bataille difficile. La Chine a établi 25 zones de coopération économique et commerciale dans 16 pays africains dans le cadre de sa nouvelle route de la soie. En résumé, l'Afrique possède d'énormes ressources naturelles et a besoin de beaucoup d'argent, tandis que la Chine a des fonds importants et un besoin croissant de ressources. C'est aussi pour cette raison que l'Europe cible l'Afrique. L'Afrique détient 40% de l'or mondial et jusqu'à 90% du chrome et du platine. Elle possède les plus grandes réserves de cobalt, de diamants et d'uranium sur Terre, sans oublier les 65% de terres cultivables au monde. Ce sont autant de raisons pour lesquelles l'Europe était déjà présente là-bas. Aujourd'hui, la bataille se joue sur le terrain de l'influence. Alors que la Chine et l'Europe s'affrontent pour diriger l'économie africaine, qui a les meilleures chances de l'emporter? Plus important encore, est-il possible que l'Afrique tire le plus grand bénéfice de cette guerre d'influence, comme elle le mérite?